vous souhaite déjà la bienvenue donc à cette 6e édition. Et oui, déjà des dialogues MR21 qui ont commencé pour répondre à la question de Frédéric Lellouche avec ce confinement. Ce soir, c'est une édition un peu spéciale puisque c'est une table ronde que nous vous proposons à l'occasion de la publication aujourd'hui du rapport intitulé « Repenser les relations parties prenantes de l'entreprise, comment faire de la relation à la société la véritable finalité de l'entreprise ». Alors, pour échanger sur ce rapport, eh bien, nous avons invité les co-auteurs, Marine Champon et Patrick Dumière. Patrick Dumière, vous êtes directeur académique des masterclass de Centrale Supélec, professeur à Sciences Po Paris sur le Sustainable Business Model. Marine Champon, tu es fondatrice d'Initiatique, cabinet spécialisé dans les stratégies de concertation et de dialogue parties prenantes, également cofondatrice de MR21. Frédéric Lellouche, vous êtes responsable RSE et gouvernance d'entreprise à la SCFDT et présidente de la plateforme RSE, qui, je le rappelle, est une instance de concertation placée auprès du Premier ministre. Pierre Victoria, directeur développement durable du groupe Veolia, nous rejoindra un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Qu'est-ce que le réseau MR21, puisque nous en parlons depuis tout à l'heure? Il a été lancé en 2016, il y a 4 ans maintenant, et c'est un réseau qui est un lieu de rencontre, de réflexion, de managers engagés dans la RSE pour diffuser les pratiques du management responsable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages de managers, d'éclairages d'experts et d'événements comme ce soir. Alors, cet événement, ce soir, se déroulera en 2 temps. Nous échangerons tout d'abord avec nos invités, puis dans la deuxième demi-heure, nous répondrons aux questions des participants qui sont très nombreux aujourd'hui, ce qui montre bien l'importance grandissante de ce sujet, le sujet des parties prenantes, et pourtant, l'écart reste immense entre cette importance grandissante du sujet dans la société et la faiblesse de sa prise en considération par les entreprises. En mars 2018, donc voilà plus de 2 ans, Nicole Notat et Dominique Sénat remettaient au gouvernement leur rapport « L'entreprise, objet d'intérêt collectif », destiné à mieux intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans les stratégies d'entreprise et décliné en 14 recommandations. Alors, la 4e recommandation préconisait d'inciter les grandes entreprises à se doter d'un comité de parties prenantes indépendant du conseil d'administration. 2 ans plus tard, ce sujet des parties prenantes n'a pas avancé. Le rapport dont nous allons parler aujourd'hui ouvre le débat et propose des pistes de travail. Marine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse justement de ce rapport? Bien, merci Sybille et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est une réflexion qu'on a jugée indispensable car notre constat est le suivant. C'est que le dialogue parties prenantes reste véritablement l'angle mort de la RSE. Alors, angle mort ou serpent de mer, on peut trouver plusieurs termes. Les raisons invoquées, en général, elles sont nombreuses par les entreprises, la complexité d'organiser un dialogue, des postures des uns et des autres qui empêchent finalement de se comprendre, des a priori aussi sur ces postures-là. Bref, autant de raisons qui ont coincé le dialogue parties prenantes à soit des pures consultations, soit des concertations qui finalement n'aboutissent pas et dont les parties prenantes elles-mêmes ne savent pas finalement ce qui est fait de leurs recommandations ou avis. Notre analyse, c'est que ce dialogue parties prenantes, il est non seulement possible, mais surtout il est indispensable aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'on voit cette montée en puissance de la société, et notamment l'ensemble de la société, des acteurs de la société, mais aussi ONG, associations. Pourquoi? Parce que ce sont eux aujourd'hui qui font les sujets. Ce sont bien souvent ces acteurs-là qui ont l'expertise la plus poussée dans un certain nombre de domaines et qui apportent véritablement des nouvelles solutions ou des innovations. Et parce que aussi, cette société est en train de suivre son propre agenda et n'attend pas que les entreprises fixent cet agenda, ce qui est sans doute un grand changement qui impacte clairement la façon de repenser la relation de l'entreprise à la société. Comme le soulignait Sybille, on assiste effectivement à un écart extrêmement important entre la faiblesse des démarches de dialogue des entreprises, je l'évoquais,
simple consultation ou information, et ce qui est en train de monter en puissance dans la société. Et il n'y a pas en réalité de culture de la société dans l'entreprise. Si on veut être un peu provocateur, il y a une culture peut-être plus de l'affrontement, une culture de pouvoir, mais en tout cas pas une culture de rapport à la société. Notre point en démarrant cette réflexion avec Patrick et avec la collaboration d'un groupe de travail du MR21 a été de se dire, on a démarré il y a un certain nombre de mois, et de se dire que ce n'est pas une question d'outils et de méthodologie, et ce n'est pas de cette manière-là que peuvent être pensées les parties prenantes. C'est véritablement d'aller vers un changement de paradigme qui appelle une réflexion sur la gouvernance. C'est le biais qu'on a choisi de prendre dans ce rapport, et Patrick le détaillera plus avant, après moi, mais c'est véritablement pas la question des outils. Les outils, ils existent, on les connaît, mais c'est clairement un changement de paradigme et un changement de culture. Or, comment on fait émerger cette culture de la relation à la société dans l'entreprise? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise durable et soutenue par ces parties prenantes qui ne s'inscrivent pas, qui ne développent pas ce rapport à la société. Donc, ce rapport, il s'est attaché d'abord à faire l'analyse de la situation, une analyse un peu historique en fait, des rapports de l'entreprise à ses parties prenantes, tant du point de vue juridique qu'économique ou sociétal, et de faire un certain nombre de propositions, et de propositions concrètes et simples. Je vais vous les citer là et on aura l'occasion d'en reparler pendant les questions. On a résumé ainsi ces 3 propositions. La première consiste à installer une expertise des attentes de la société au sein de la direction RSEDD, qui sera garante du dialogue, de sa méthode, de son éthique et de son efficacité, à la fois par le biais de l'édition d'un rapport annuel de ces attentes sociétales, et si on remonte plus haut, à travers une véritable cartographie des enjeux sociétaux de l'entreprise. Le point d'entrée n'est pas une cartographie des parties prenantes, mais véritablement une cartographie des enjeux de la société, et d'insérer ces attentes sociétales dans la chaîne de décision dont le comité RSE assure le suivi. Deuxième proposition, entrer dans une logique d'accord avec les partenaires de la société et résoudre les controverses avec eux. Le véritable sujet du dialogue parties prenantes, c'est de résoudre des controverses. Et on a trop vu de dialogue parties prenantes ou de concertation qui ne s'attachent qu'à des sujets marginaux ou annexes au cœur du business des entreprises et qui ne sont pas les véritables controverses qui, elles, sont portées et sont précisément portées par ces acteurs de la société. Et troisième proposition, favoriser, qui est de l'ordre de la gouvernance, favoriser le recrutement d'un administrateur au sein du conseil d'administration, qui est l'expertise de la société civile, qui soit dépositaire de cette expertise et dépositaire de l'attention portée à la dynamique sociétale. Donc voilà ces 3 propositions. Je vais laisser la parole à Patrick et on aura l'occasion d'en débattre, j'en suis sûre, pendant la séquence de questions. Moi, je vais compléter un tout petit peu rapidement l'exposé introductif de Marine. Ce sujet, effectivement, n'est pas dissociable d'une analyse factuelle de qu'est-ce qui se passe. Parce que ce sujet, il fait partie du catalogue qu'il faut cocher quand vous faites de la RSE, entre guillemets. On vous dit vous faites du dialogue partie prenante. Il n'y a pas un slogan plus creux aujourd'hui quand vous le regardez dans sa pratique réelle. Et moi, je peux en témoigner. Ça fait 20 ans que j'en fais. Encore une fois, j'ai l'expertise des premiers dialogues parties prenantes qu'on conduisait dans ce pays avec Laurence Tubiana sur des sujets très difficiles à l'époque et auxquels les acteurs se prêtaient en réalité. Et récemment, j'ai eu une interrogation d'un représentant d'une filière, pour ne pas la cacher, c'est la filière automobile, qui me dit, Monsieur Lumière, il faut nous aider. On voudrait bouger, faire des choses, mais on a des tas d'ennemis. On a des ennemis qui sont contre la voiture. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis? Je leur dis, mais il n'y a pas d'ennemis dans la vie. L'entreprise, elle n'a pas d'ennemis. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Elle n'a pas d'ennemis. Elle est là pour travailler pour la société. Vous n'avez pas une autonomie de fonctionnement qui vous autorise à combattre X, Y et Z. Et alors qu'on a évolué vers ça. J'entends des discours tout le temps de grands directeurs de développement durable disant « Moi, je sais, j'ai des tas de milliers de salariés donc et j'ai des gens très compétents chez moi, donc je sais. Partie prenante, je sais. » Bravo, quand on sait, c'est bien. Donc, on a une problématique qui est fondamentalement, je dirais, elle est politique, bien sûr, et je vais y revenir à cause de la théorie de Freeman, mais elle est culturelle. On a régressé sur le plan de la relation entre l'acteur économique qui est devenu défensif et qui essaie de se protéger dans son schéma
relativement très économique, très productif, et la construction de cet univers, de ce nouveau concept anthropologique, sociologique, qui est celui de la société, qui prend des formes aujourd'hui de plus en plus structurées, organisées, et qui n'est pas simplement une somme, un agrégat de représentants, des riverains aux experts, etc. Donc, on a un déséquilibre culturel qui est vraiment problématique, et il va de soi qu'on ne peut pas rentrer dans la durabilité sans travailler avec ses actionnaires. C'est ce qu'a rappelé très intelligemment Emmanuel Faber récemment dans sa logique sur Danone, en disant moi, je ne veux pas me priver de mes actionnaires, j'ai besoin d'eux, je veux les entraîner dans la transformation. Je pense que tout à l'heure, certains acteurs en reparleront, et je demanderai peut-être à Carole Moligou, qui travaille sur ces questions d'engagement actionnarial, de nous donner justement ce point de vue dans la relation avec l'actionnaire, qui est aussi une partie prenante importante. Mais si on revient aux parties prenantes purement sociétales, on voit là qu'on a une problématique qui, je le constate, du Grenelle de l'environnement, passant par les différentes lois et tous les débats sur le reporting, et la dernière loi Pacte, s'est heurtée à une conception traditionnelle extrêmement juridique du sujet, qui avait été théorisée par Edward Freeman en 1982, c'est les stakeholders versus les shareholders. Les stakeholders doivent avoir leur place, théorie de l'entreprise, dans le pilotage et la gouvernance. Et là, tout le monde s'est braqué parce qu'on rentrait dans des débats fondamentaux de pouvoir, de gestion des droits, et le système n'a pas avancé jusqu'au point où, même dans les pays anglo-saxons où le concept de stakeholder est plus large, en France, il a toujours été rejeté du droit. Je me souviens qu'on l'avait mis dans la loi Grenelle en 2010 et qu'en plénière au Sénat, et ça a été suivi après, et ça a fait jurisprudence après, le rapporteur général, Marigny à l'époque, a dit c'est un concept qui n'existe pas, le concept de partie prenante, il n'existe pas. Le Conseil d'État ne dit pas des choses très différentes. Du reste, il dit il y a des riverains, il y a des experts, il y a des parties, mais il n'y a pas de partie prenante au sens large. Et ça n'existe pas, il faut le sortir de la loi. Et il a été ressorti. Et il existe très peu dans les... Et ce débat juridique a bloqué les acteurs. Et du coup, ils ne sont pas rentrés dans la réflexion, c'est la société est là, on est fait pour la société, ce que parfaitement le rapport Notas-Sénard leur redit de manière extrêmement claire. Et donc, comment je dialogue avec la société, puisqu'en fait, fondamentalement, mes clients sont dans la société, mes salariés sont dans la société, mes actionnaires sont dans la société. Et donc, ce concept de société qui s'affirme de plus en plus, il est mon interlocuteur naturel. Et donc, comment je travaille avec lui? Et là, on embraye sur les méthodos, sur les capacités à faire, à écouter, à comprendre et à faire rentrer dans le processus de décision des sujets qui sont parfois très difficiles, peuvent être très conflictuels, mais le conflit, il est fait pour être résolu. Il n'est pas fait pour faire de la guerre de tranchées. Et puis, et je pense que Frédéric Lelouch, tout à l'heure, en expert de ces questions, nous en parlera mieux. Donc, il faut dominer, dépasser ces difficultés, les traiter, et par-delà ces questions, trouver des portes de sortie qui sont des portes de sortie dans l'intérêt collectif. Et ça, c'est une des finalités de l'entreprise. Elle n'est pas productive pour elle-même, elle est productive pour ses parties prenantes. Donc, on a réfléchi à ça et les propositions qui sont faites nous amènent à penser qu'il ne faut pas pousser le dossier dans son sillon juridique, il faut le pousser dans sa pratique culturelle de la gouvernance aux experts, le faire rentrer dans la chaîne de décision et être capable d'y travailler avec objectivité, avec sérieux, avec humilité pour essayer de faire avancer cette relation qui n'est pas forcément, qui ne va pas de soi sur tous les sujets bien évidemment, mais qui néanmoins est productrice d'un, je ne veux pas parler de consensus, le mot est trop fort, mais d'une capacité à travailler ensemble, à délivrer des accords et des accords qui font que l'entreprise ne peut pas avoir de finalité hors celle de la société. Et dans tous les cas, du reste, c'est la société qui l'emporte au final, légitimement et démocratiquement. Et on a en plus un problème démocratique derrière, qui a été très très bien traité, je m'arrête là-dessus, par Rodic, qui va conseiller du reste, qui est dans le Conseil des économistes de Macron, et qui dit très simplement dans un livre très célèbre paru aux États-Unis il n'y a pas longtemps, et qui dit attention, on ne réussira pas la transition climatique, on ne réussira pas la transformation du durable d'une manière démocratique si les acteurs ne s'engagent pas
fondamentalement dans un renouvellement du pacte démocratique qui passe par là. Alors, Qui passe par là. Patrick, Voilà. Donc, on ne vous entend plus. je m'arrête là, Sybille, et c'est sur cette perspective, c'est pour ça qu'il y a urgence. Il y a urgence de la part des acteurs RSE à reprendre la main sur cette question, à y réfléchir. Il y a des gens qui ont des enjeux plus compliqués que d'autres, ça c'est sûr. C'est plus compliqué d'être dans le pétrole que d'être dans les caramels mous. J'en conviens encore que le sucre, ce n'est pas forcément excellent. Bien. Bref, donc c'est plus compliqué pour certains secteurs, mais pour autant, ça fait partie du métier. Ça fait partie du savoir-faire et il faut qu'on y travaille. Voilà. Notre responsabilité a été de lancer ce débat, de lancer des pistes pour renouveler les choses et pour sortir de l'angle mort vers une pratique honnête du sujet. Voilà. Sybille, je vous rends la parole pour faire parler nos invités. Oui. Merci. Merci Patrick. Alors, merci aussi à Marine d'avoir présenté les 3 propositions en fait assez simples qui permettent de réinventer le dialogue nécessaire avec les parties prenantes de l'entreprise. Je les rappelle, faire entrer dans les conseils des administrateurs indépendants qui ont une vraie expertise sociétale pour qu'ils fassent valoir l'intérêt de la société, inclure dans la chaîne de décision la remontée des attentes de la société, issue d'une expertise qui doit devenir une composante à part entière du management, traiter par des accords les controverses et problématiques sociétales exprimées par les représentants de la société qui sont les partenaires critiques utiles à l'entreprise. Alors Frédéric Lelouch, donc comment vous voyez, vous en tant qu'experte, ces 3 propositions pour réinventer le dialogue parties prenantes? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous dans ce format que je trouve déjà un peu dans le sujet de cette relation aux parties prenantes. Moi, je trouve que ce rapport est très intéressant. Il aborde de façon sincère le sujet, fait des constats assez forts. Moi, je voulais juste rebondir sur quelques mots sur l'engagement des acteurs dans le pacte démocratique. C'est vraiment des mots qui me mettent à l'aise. J'interviens plus là au nom de la CFDT que la plateforme RSE. On est, comme vous savez, très attachés au dialogue. C'est un mot qui nous importe énormément, à la fois au dialogue social et particulièrement en temps de crise. On a rappelé là récemment l'importance du rôle à jouer qu'ont les représentants des employeurs et des salariés dans un moment où on a peu de visibilité sur l'après et donc sur un rôle dans la contribution à une sortie de crise qui soit efficace et juste. Mais aussi le dialogue avec la société civile, puisque la CFDT a été à l'origine du pacte du pouvoir de vivre dont Patrick a parlé. Donc le pacte du pouvoir de vivre, c'est à l'origine 66 propositions pour allier transition écologique et justice sociale. Et donc au départ, il y avait 19 organisations, il y en a depuis 55, à la fois ONG, fondations, mutuelles, organisations syndicales, etc. Juste pour dire encore un mot sur l'importance du dialogue, à la plateforme RSE là, que je préside récemment, on a pris une position de rappel un peu de l'importance de la RSE en temps de crise et qu'une crise ne doit pas en cacher une autre, que la crise sanitaire ne doit pas cacher la crise environnementale et que la RSE permet, en fait, il y a quelque chose d'important dans la RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes. C'est justement l'idée que dans une période où personne n'a de solution, personne n'a de visibilité concernant un avenir qui est très inquiétant, le dialogue est une solution pour créer du commun. L'entreprise, c'est un projet commun avant tout, on croit beaucoup à ça. Et le dialogue, ça permet de créer un horizon commun. Et c'est aussi, de façon plus prosaïque, pouvoir exprimer des accords, des étonnements. Ça suppose de se connaître, de se reconnaître la capacité, la légitimité à agir. Donc ça, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce que c'est très important dans le dialogue. Et c'est un élément de nature à créer la confiance. En matière de RSE, les entreprises sont parfois soupçonnées de greenwashing quand elles font des politiques de RSE un peu unilatérales. Le dialogue, c'est justement une manière d'associer les parties prenantes à une politique qui soit au plus près des attentes de la société. Voilà. Alors, juste, moi, je trouve ça très intéressant, ces propositions. Je vais juste encore faire une précision de sémantique parce que
à la CFDT, on a réfléchi à cette théorie des parties prenantes, à Freeman et à d'autres, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres depuis qui ont catégorisé les différentes parties prenantes, mais je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est un concept qui est arrivé dans les rapports développement durable dans les années 2000 en réponse à la loi NRE qui invitait à faire des rapports développement durable. Et j'entendais Patrick dire que le concept n'existait pas. Depuis, il a été intégré dans la loi devoir de vigilance du 27 mars 2017 fait état des parties prenantes, puisqu'elle dit de mémoire que les plans de vigilance ont vocation à être élaborés en association avec les parties prenantes de la société et l'entreprise. Voilà. Nous, à la CFDT, on trouve que ce terme est un peu trop globalisant et ne rend pas compte d'une spécificité, mais que d'ailleurs j'ai vu dans votre rapport, j'ai vu que vous avez parlé de ça, de la notion de partie constituante. Les salariés ne sont pas des parties prenantes comme les autres, et donc voilà, avec le travail qu'ils apportent, ils sont à l'origine de la valeur créée, et nous on tient beaucoup à ce terme de partie constituante. Alors quand on dit ça, c'est pas pour exclure les autres, hein. Je veux vraiment insister là-dessus, c'est juste pour spécifier parce que ce concept est un peu globalisant et donc crée aussi du flou, et peut-être c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en est là. Le constat que vous faites sur le fait que ce dialogue ne fonctionne pas comme il devrait, peut-être aussi que voilà, on a un concept qui ne rend pas compte de certaines spécificités, et voilà, les salariés ont un rôle spécifique à jouer dans l'entreprise. Ils ont besoin, ils sont en attente de participation. On avait fait une enquête il y a 3 ans maintenant qui avait recueilli 200 000 réponses. Donc, c'est une des enquêtes les plus importantes en Europe sur le travail. Et un des principaux enseignements, c'est que 73% des salariés sont en attente d'être associés aux décisions qui les concernent, à la stratégie de l'entreprise. Ils sont en attente de participer. Et c'est ce que disent les jeunes du Manifeste pour un réveil écologique, c'est ce que dit le rapport Nota-Sénar, c'est que en fait, l'entreprise est dans la société, les travailleurs sont des citoyens et il y a besoin de ponts, il y a besoin de liens nécessaires. Alors, plus spécifiquement, par rapport à vos propositions concrètes, installer une expertise des attentes sociétales dans les directions développement durable, moi je trouve que c'est en effet un bon moyen. Certains l'ont fait, peut-être qu'on ne devrait pas attendre une controverse pour mettre en place ce dispositif. Moi, ce que je voudrais rajouter, puisqu'on parle des directions de développement durable et RSE, je pense qu'il y a quelque chose qui est net, c'est qu'il y a un fonctionnement. C'est ce que vous disiez aussi dans cette introduction. On est dans un fonctionnement où on est un peu dans des logiques un peu de juridiques qui peuvent bloquer des acteurs. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du fonctionnement en silo dans l'entreprise. Je schématise, et c'est certainement pas le cas de partout, mais il y a dans l'ensemble un fonctionnement qui va séparer les départements RSE, le juridique, la compliance, etc. Chacun va être dans son périmètre. Et on le voit quand il s'agit de faire des plans de vigilance. Parce que ces plans de vigilance supposent de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise, mais aussi normalement les parties prenantes de l'entreprise. Et ça, c'est un autre sujet parce que c'est pour le coup pas encore mûr du tout. Mais voilà, ce que nous disent les entreprises, ce qu'elles disent dans leur rapport, dans leur document de référence, c'est que grâce à cette loi, elles ont dialogué, enfin différentes directions ont dialogué entre elles. Moi, j'ai fait partie du jury du FIR du meilleur plan de vigilance, et c'est vrai que c'est souvent un des points faibles, c'est que la gouvernance de la vigilance, en fait, de la prévention des risques de l'entreprise dans sa chaîne d'approvisionnement, dans sa chaîne de valeur, elle reste encore à consolider. Je le vois aussi plus récemment, on fait des travaux à la plateforme RSE sur le numérique responsable. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable sur le plan numérique ?
On travaille en ce moment sur l'éthique des données et tous les enjeux du RGPD, mais pas que. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, les personnes qui s'occupent du RGPD, c'est le département de la compliance, que la RSE, c'est autre chose, et que du coup, on n'a pas forcément de vision stratégique sur c'est quoi être une entreprise numérique responsable. Voilà, donc c'est un peu des exemples pour vraiment, au-delà d'installer un expert des attentes de la société au sein de ces directions, ce que je soutiens pleinement, je pense qu'il y a besoin aussi de décloisonner, de casser un peu les silos. Après, j'ai entendu la deuxième proposition, c'est entrer dans une logique d'accord avec les partenaires. Alors oui, mais encore une fois, il y a un certain nombre de points à vérifier. Mais ça, vous le présentez aussi dans le rapport, parce qu'il y a une exigence dans votre rapport autour de la méthodologie, etc. Mais il y a besoin de choisir non, justement, pas choisir ces parties prenantes, mais d'identifier des parties prenantes légitimes ayant une expertise, faire attention à un risque d'instrumentalisation, pas choisir les plus complaisantes. Alors, justement, vous interveniez sur le sujet des amis, je ne sais pas si Pierre Victoria est arrivé sur les critical friends ou les ennemis de l'entreprise, mais effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit la façon la plus opérationnelle de poser le sujet, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des parties prenantes qui soient en mesure qui ont à voir avec l'impact de l'entreprise sur les personnes et sur l'environnement. Il faut les consulter, mais ensuite, il faut obtenir un consentement. Et c'est justement de ces parties prenantes que doivent venir des critiques qui peuvent permettre à l'entreprise d'identifier certains risques, de dépasser certaines controverses plutôt que de passer trop vite dessus sans en prendre la mesure et rester, comme vous avez dit, dans des choses qui ne sont pas les véritables controverses auxquelles fait face l'entreprise. Et puis, dernier point, parce que j'ai l'impression d'être peut-être un peu trop longue par rapport au format qu'on a, favoriser un recrutement d'administrateurs spécialisés au sein des conseils d'administration. De manière générale, il y a un enjeu de gouvernance. Si on veut que ces sujets soient portés, le rapport Nota-Sénard le disait bien, il faisait le lien entre ces comités des parties prenantes qui devaient être amenés à se généraliser, mais aussi de veiller à ce que ces comités soient relayés au niveau du conseil. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'en fait, certaines entreprises ont mis en place un comité des parties prenantes, mais ça ne se retrouve pas au niveau de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce pont-là dont on a besoin. Et je pense que d'identifier des administrateurs référents, c'est la logique du référent, je pense que c'est intéressant. Et dernier point, parce que ce n'est pas exactement votre sujet, mais c'est important pour nous. Ce dialogue avec les parties prenantes, il est très très important. On doit juste veiller à ce qu'il ne se fasse pas en parallèle, de façon complètement juxtaposée avec le dialogue social, le dialogue avec les IRP. On a vu des exemples d'entreprises où un comité des parties prenantes marche très bien, mais a oublié d'intégrer des salariés parce que la consultation des salariés se fait dans d'autres cercles. Et en fait, il y a besoin de faire se rencontrer ces cercles, parce que sinon, on reste dans cette logique de silo que j'évoquais tout à l'heure et qui nuit vraiment à l'efficacité, qui fait qu'on est dans un fonctionnement un peu frileux, d'une logique de périmètre des uns et des autres, et qui nuit à l'efficacité globale et à un engagement plus global. Donc voilà, je pense qu'il y aurait aussi plein d'autres choses à dire autour de renforcer la formation dans l'entreprise sur ces enjeux-là, davantage associer les salariés aux politiques RSE, leur rendre compte, présenter les stratégies, présenter les plans de vigilance, favoriser tout ce qui a à voir avec l'ouverture, la transparence de l'entreprise. Et puis vous l'avez cité aussi, il y a l'enjeu de la démocratie actionnariale.
qui est aussi un moyen de faire bouger les lignes en posant des questions lors des assemblées générales, des questions écrites ou en déposant des résolutions. C'est aussi une des façons de faire, de donner de l'écho aux attentes de la société. Voilà, je m'arrête là, je suis peut-être un peu trop longue, donc je vous rends la parole et je serai ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie beaucoup de cette réaction par rapport aux propositions du rapport, ces 3 propositions qui sont vraiment un moyen de réinventer ce dialogue parties prenantes. Et puis, je vous remercie beaucoup aussi, c'est très intéressant pour moi en tout cas, de voir un petit peu les points de faiblesse que vous avez déjà identifiés sur des entreprises qui ont essayé de mettre en place des comités parties prenantes, par exemple. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on va rapidement voir un peu quels sont ces éléments de blocage sur lesquels on va devoir travailler pour aller plus loin et pour qu'enfin le sujet bouge. Donc, je ne crois pas que Pierre Victoria soit arrivé. Non, mais Sybille, on peut peut-être demander à Carole, Carole Lemoinigou, qui a conduit récemment une démarche, on va dire, de dialogue actionnarial, qui est une des composantes, si elle en est d'accord, qui est une des composantes qu'a évoqué tout à l'heure Frédéric Lelouch, une des composantes de la relation partie prenante qui n'est pas la plus simple parce qu'elle est très enfermée là aussi dans un silo, dans un code qui est celui des relations investisseurs. On a des relations investisseurs qui sont autour du thème de la performance. Bon, et puis des perspectives stratégiques. Avec ça, on ne se soucie pas du tout de l'environnement et du contexte. Et le dialogue actionnarial, il remet tout ça dans une vision contextuelle. Je ne sais pas si Carole a l'occasion, puisque vous dirigez ces questions pour le Crédit Mutuel Alliance et qu'on travaille ensemble, je le dis pour tout le monde. Donc, ça nous intéresse d'avoir votre point de vue à ce stade. Vous êtes mutualiste, donc il y a peut-être dans la culture mutualiste, qui est une forme d'entreprise à mission, aussi une culture forcément différente de l'entreprise cotée. Oui, alors merci Patrick, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt, puisque en fait, peut-être pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a peut-être une longueur d'avance sur ces sujets d'intégration des parties prenantes, puisque dans un monde mutualiste, la gouvernance, elle est à nos élus. Et ça fait longtemps bien qu'on échange et qu'on partage avec les élus pour se faire challenger sur la stratégie que nous déployons, sur les choix qui sont faits. Et ils sont des éléments majeurs de la mise en place de la stratégie, des personnes à qui nous devons des comptes, avec lesquelles nous travaillons et qui sont très intégrés dans la gouvernance de Crédit Mutuel Alliance. Alors, bien évidemment, c'est le modèle, puisque nous sommes un groupe mutualiste, mais pour avoir précédemment travaillé dans d'autres groupes mutualistes, il y a plusieurs manières d'exercer la gouvernance mutualiste. Soit effectivement les élus, ils fonctionnent en cercle fermé, vous récupérez leurs inputs et puis vous les intégrez ou pas, soit ils sont complètement intégrés dans des groupes de travail spécifiques par métier, par niveau de risque, pour justement être une valeur ajoutée. Et bien que la BCE, bien évidemment, impose aux établissements bancaires comme le nôtre de former ses administrateurs, nous, ça prend une dimension toute particulière parce qu'il faut former ces élus au rôle qu'ils ont dans l'entreprise. Et pour être capable d'être très investi et surtout d'avoir une valeur ajoutée, il faut aussi connaître nos métiers. Et c'est là où le dialogue avec les parties prenantes doit s'opérer dans des relations de formation très importantes, parce que quand vous êtes élu dans des comités de risque groupe où vous parlez de risque de liquidité, où vous parlez de risque de crédit, de risque de marché, cet élu indépendant, parce que pour nous, ils sont indépendants et représentatifs de la société française, il faut d'abord leur donner les moyens de nous challenger et donc d'avoir ces formations. Mais c'est vrai que nous sommes très, très habitués à les prendre en considération dans l'ensemble des décisions stratégiques que nous prenons. J'irais peut-être même jusqu'à dire, et me permettre de dire, au-delà des parties prenantes avec lesquelles une entreprise qui n'est pas mutualiste a l'habitude de travailler. Voilà, donc ça, c'est pour la partie gouvernance. Ensuite, Patrick, vous faisiez référence au dialogue actionnarial.
et on n'était pas tout seul, hein, mais c'est vrai que on a, au cours du deuxième trimestre de l'exercice, préparé ça en plein confinement. On l'avait anticipé avant, proposer le dépôt d'une résolution climatique à l'Assemblée générale de Total. En tant qu'actionnaire pour nos métiers d'asset management et nos métiers d'assurance. En France, c'est compliqué. C'est compliqué de faire cet exercice. Et nous, si on l'a fait, c'est parce qu'on a pris des positions importantes dans le cadre de la stratégie climat et on a souhaité, et bien avec d'autres, parce qu'on était 11 co-participants, avec également la Banque Postale Asset Management, mais enfin, on était le seul qui avait le titre de Asset Manager et banquier, c'est-à-dire que oui, on finance aussi Total sur la partie corporate, d'où une difficulté peut-être plus importante pour actionner un dialogue qui sur la base était actionnarial, mais vous voyez que les choses étant très étanches de par la régulation, quand vous êtes en face de vos interlocuteurs chez Total, c'est un peu plus compliqué. Et on a essayé de beaucoup échanger avec expliquer nos motivations à Total, pourquoi on avait la volonté de déposer ce projet de résolution. On a été avec le groupement jusqu'à dire à Total que si, malgré le manifeste qu'ils avaient publié, ils s'engageaient plus loin sur des points qui nous semblaient pour nous très importants dans le cadre de le réchauffement climatique et la transition énergétique, de prendre des engagements plus importants, on était prêt à retirer notre dépôt de résolution. Et c'est là où, effectivement, ça devient difficile d'engager ce dialogue, puisque Total pouvait penser que nous n'étions pas dans un dialogue constructif. Il ne faut pas minimiser les problèmes juridiques que ce dépôt de résolution pourrait avoir demain en répercussion sur Total. Et ce n'est pas du tout notre volonté et absolument pas ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, en France, cette première expérience a montré que ce dépôt de résolution ANAG était vécu par l'émetteur, donc par Total, comme étant une prise de position dans sa stratégie, un jugement de sa stratégie, et l'étape de co-construction, de savoir ce qu'est une entreprise qui va demain évoluer différemment pour respecter notamment les accords de Paris et prendre des engagements fermes. Et bien, en fait, elle s'est faite après les résultats qu'on a obtenus lors de l'AG. Donc, on espère que nous sommes sur la bonne voie dans le cadre de ce dialogue actionnarial. Et en plus, c'est pas une petite structure, c'est vraiment une grande entreprise française, reconnue internationalement, qui a fait déjà beaucoup de choses sur ce sujet, à qui on demande d'aller plus loin. Donc, on espère que les résultats qu'on a obtenus, certes modestes mais significatifs, puisque c'était la première, et qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Donc, qui dit beaucoup d'abstention de la part des autres investisseurs montre que cette résolution avait sa raison d'être, si je puis reprendre cette expression. Et on espère, en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite amorcer avec les dirigeants de Total, un dialogue plus constructif pour éviter que l'an prochain, eh bien, nous ne refassions une nouvelle résolution. Merci beaucoup, Carole Lemoine-Moaligou. En tout cas, cette résolution a fait beaucoup de bruit. Et, c'est vrai qu'on en a énormément parlé et je pense pour les gens intéressés à ce sujet, c'était vraiment très intéressant de suivre un petit peu cet épisode. De la... En plein confinement, hein, en plein confinement. Oui, en plein confinement. On a d'autant plus suivi, comme moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup suivi, c'est vraiment quelque chose. Juridiquement, pour la petite anecdote dans ce format très sympathique, juridiquement, c'est compliqué en France de déposer et de respecter scrupuleusement, administrativement, ce qu'il faut. Et quand vous n'avez plus de coursier pour aller déposer vos dépôts de titres et vos attestations de titres, eh bien, il a quand même fallu reconnaître à Total qu'ils ont accepté les signatures électroniques, certifiées bien sûr, mais ce n'était pas gagné-gagné.
Merci beaucoup, très intéressant. Pierre Victoria, bienvenue. Alors c'est vrai que voilà, on est en train de terminer ce dialogue qui a été très intéressant ce soir avec la présentation du rapport sur les parties prenantes. Vous êtes directeur développement durable du groupe Veolia. Est-ce que vous avez, donc oui, je pense que vous avez des choses à nous dire sur ce rapport parties prenantes et comment au sein du groupe Veolia vous gérez ce rapport et comment vous voyez l'arrivée de ce rapport qui a été sorti par le MR21 comme une réinvention possible? Pour nous, il y a deux choses qui ont été importantes dans toute cette démarche de raison d'être qu'on a essayé de construire et dans cette logique de relation avec parties prenantes. C'est d'abord que le travail que l'on a fait, on a voulu le faire collectivement. Donc, c'est vraiment un travail collectif autour d'une quinzaine de versions pendant un an. Alors, et que le regard et le jugement, d'ailleurs, qu'on peut avoir sur des textes de raison d'être n'ont de sens qu'à l'aune du travail collectif qui a été créé et non pas à travers uniquement les textes de rédaction ou même l'intégration dans les statuts ou pas dans les statuts. C'est vraiment, est-ce qu'il y a eu un travail collectif qui présuppose une vision de l'entreprise qui soit une vision collective, d'un projet collectif que représente l'entreprise. Donc ça c'est un point qui me semble important. L'enjeu est par rapport au rapport que vous soulignez, qui me semble pour moi tout à fait, enfin pour nous tout à fait déterminante. La question aujourd'hui, c'est d'être moins dans une logique top-down, dans laquelle on a quelquefois tendance à aller, mais de rappeler que la question, c'est pas dialoguer avec les parties prenantes, qui est une sorte de discours que l'on a entre nous, mais que la question, c'est bien de percevoir la réalité des attentes de ces parties prenantes et de reconnaître les parties prenantes dans leur expertise et dans leur vision, dans leur réalité de ce qu'ils disent par rapport à nous-mêmes. Et j'ai beaucoup apprécié dans le rapport tout ce que vous avez dit là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis extrêmement attentif. C'est la reconnaissance des parties prenantes, et dans les métiers qui sont les nôtres, l'environnement, et dans les secteurs encore plus comme le sujet de l'eau ou de l'énergie, il y a aujourd'hui des logiques d'expertise derrière, des gens qui nous interpellent, et autour de cette interpellation, la question c'est comment on va pouvoir co-construire des choses demain. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié la logique du rapport qui intègre non plus des questions purement théoriques et qui m'ont quelquefois fatigué, comme beaucoup de monde, c'est-à-dire dialoguer avec des parties prenantes, sans qu'on sache exactement ce que ça voulait dire en termes internes, et qui fait des propositions extrêmement concrètes pour y arriver. Voilà, je voulais dire, et bien évidemment, il y a le sujet que Frédéric vient de rappeler, c'est que quand on parle parties prenantes, n'oublions surtout pas les parties prenantes internes, parce que, in fine, c'est aussi peut-être des limites du rapport, mais comme je l'ai mis dans la conclusion, et à un moment donné, il faudra se poser les questions, bien évidemment, de la gouvernance. Car si l'entreprise est une entreprise des parties prenantes, eh bien, à ce moment-là, il va falloir se poser la question de savoir comment elle est gouvernée. C'est-à-dire, quelle est la place des parties prenantes internes, c'est la question des administrateurs salariés, comme aussi la question que vous, d'ailleurs, vous abordez, même si sur la question de l'administrateur représentant les parties prenantes, je suis moins en phase avec les conclusions du rapport, mais on ne peut pas être d'accord avec toutes les propositions, mais en tous les cas, il faut bien un regard nouveau sur la société de la part d'entreprise, parce que ça, c'est bien évidemment ce qui conditionnera son utilité. Voilà, ce que je voulais dire, et juste pour conclure, la question des parties prenantes est indissociable de la question de la transparence et aussi de ce mouvement très fort qui me semble important, c'est qu'on la question de l'entreprise aujourd'hui, c'est plus la question de la responsabilité, je dis ça malgré la présence de la présidente de la plateforme de RSE autour de nous, et c'est vraiment la question de son utilité sociale. Et on n'est pas vraiment d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une question d'assumer une responsabilité, on est là de construire collectivement ce qui correspond à la réalité des besoins des populations. C'est ça ce que nous disent les ODD, et c'est ce que nous apprennent aussi les ODD, c'est qu'on n'est qu'un des acteurs, et c'est bien dans la coalition et la coopération avec les acteurs qu'on sera capable de répondre à cette question de neutralité sociale.